Bonjour tout le monde. Alors, pour Mme Hélène Trudel, pendant 4 ans, Mme Trudel a travaillé à titre d'avocate dans un cabinet privé. Elle a ensuite travaillé plus de 11 ans à titre d'analyste au Fonds d'indemnisation des services financiers à l'Autorité des marchés financiers. Elle travaille depuis 5 ans à l'unité permanente anticorruption comme conseillère en prévention et en gestion de risque. Plus particulièrement, depuis 2 ans, elle a travaillé à la mise en place de la directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle au sein des grands donneurs de contrats publics. Madame Gaulin, de son côté, elle est analyste statistique et économique dans le secteur. Elle a été plutôt analyste statistique et économique dans le secteur des pêches commerciales pendant 5 ans. Elle a ensuite été directrice de compte dans le secteur bancaire pendant 3 ans, avant de joindre la fonction publique en 1999. Elle a cumulé une expérience variée, particulièrement dans le secteur agroalimentaire, mais également dans le secteur du tourisme et de la santé-sécurité au travail. Plus précisément, elle a œuvré en administration de règlements et de programmes, en vulgarisation et en formation, ainsi qu'en pilotage des systèmes informatiques et en gestion de bases de données. Elle s'est jointe à l'UPAC en 2017 à titre de conseillère en prévention. Alors, je vous invite donc à accueillir Mme Trudel et Mme Gaulin, qui vous présenteront leur atelier sur la sensibilisation et la gestion des risques des actes répréhensibles. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir aujourd'hui pour une présentation justement sur, les phénomènes de la sensibilisation justement à la corruption, à la collusion, mais aussi sur la gestion des risques. Juste un petit contexte, depuis la création de l'UPAC, on a toujours une mission de prévention. Donc, depuis la création de l'UPAC, on a rencontré tout près de 24 000 personnes. On a fait tout près de 1000 présentations de sensibilisation au phénomène de la corruption et de la collusion. Et depuis quelques mois aussi, on rencontre des entreprises privées. En fait, on fait du webinaire avec les entreprises privées, justement, avec tous ceux, les entreprises privées qui font affaire avec l'État. Donc, on les sensibilise justement aussi à tout ce qui est corruption, collusion, fraude, là, donc pour aussi qu'ils soient sensibilisés à ce phénomène-là. Et depuis, comme Madame le disait, depuis 2 ans, donc aussi, on a développé justement des outils pour implanter la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les ministères et les organismes. Donc, le plan aujourd'hui de la présentation, donc on va voir un petit contexte rapidement sur la structure organisationnelle de l'UPAC. Ensuite, on va faire un petit rappel des principales lois et aussi des principaux actes répréhensibles. Donc, ça va être notre collègue qui va faire cette partie-là. Puis ensuite, moi, je vais vous faire une présentation de la démarche de la gestion des risques, entre autres, de vous présenter la nouvelle directive du Conseil du Trésor sur la gestion des risques en matière de corruption et de collusion, et aussi toute notre trousse d'outils qu'on a développée pour aider les ministères, les organismes à mettre en place leur plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion. Donc, notre modèle de cadre de gestion des risques. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue, puis après ça, je ferai la deuxième partie. Merci, Hélène. Alors, on s'installe. Alors, brièvement, quelques mots sur l'UPAC, fondée en 2011 suite à l'adoption de la loi concernant la lutte contre la corruption. Donc, on a notre commissaire, M. Robert Lafrenière, qui est à la tête de l'UPAC depuis les débuts de l'organisation. On a en dessous des boîtes standards dans l'organigramme, évidemment, affaires juridiques, direction des affaires publiques, communication, c'est standard. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le service de l'analyse et de la gestion des signalements, la boîte
boîte rose, qui pour nous est une fonction très importante à l'UPAC. C'est là que rentrent les signalements d'actes répréhensibles qui vont être analysés pour voir s'il y a une suite à leur donner et si ça va à leur vérification ou en enquête. Donc, c'est grâce à ça que les enquêtes sont initiées ou encore que les enquêtes sont bonifiées. Des fois, dans un signalement banal, il peut y avoir un petit élément qui permet, la petite pièce du puzzle manquante, là, qui permet d'aller plus loin dans une enquête. Donc, c'est une boîte importante. On a également en dessous 2 commissaires associés aux vérifications. La boîte bleue, c'est celui qui était aux vérifications à l'intégrité. Donc, à ce moment-là, c'est une équipe variée. C'est une équipe qui provient autant de la Régie du bâtiment du Québec, de la Sûreté du Québec, Revenu Québec et Commission de la construction du Québec. C'est des ressources qui sont prêtées à l'UPAC pour faire des vérifications d'intégrité des entreprises. Ces vérifications-là étant requises depuis l'introduction de la loi sur l'intégrité en matière de contrat public en 2012. Donc, c'est l'UPAC qui fait ces vérifications-là pour le compte de l'Autorité des marchés financiers. Il fait ses recommandations à l'Autorité des marchés financiers qui décide si elle va ou non mettre les entreprises sur le registre des entreprises autorisées. On a également un deuxième commissaire associé aux vérifications, la boîte orange. Celui-là, c'est plus au niveau des vérifications administratives. Donc, à ce moment-là, on a des gens de la Commission de la construction du Québec qui vont vérifier si les entreprises autorisées à contracter avec l'État respectent leurs exigences réglementaires, les lois de la construction, les concepts de licence, de permis, etc. Il y a également le ministère des Affaires municipales qui a des ressources prêtées à l'UPAC pour s'occuper de faire les vérifications en lien avec la loi sur les cités et villes. Et on a une troisième boîte bien importante chez nous envers la direction des opérations qui a sous son aile le service de la prévention et de la détection dont on fait partie, Hélène et moi. Il y a également les services des enquêtes sur la corruption où il y a des policiers prêtés par différents corps de police qui travaillent à cet endroit-là. L'escouade de la protection de l'intégrité municipale là, dont la structure change parce qu'on s'en vient bientôt avec un nouvel organigramme. Des gens de Revenu Québec et des gens de la Régie du bâtiment du Québec. Alors, rapidement, un rappel des principales lois. Il y en a certaines que vous connaissez au quotidien. Là, ça fait partie de l'environnement dans lequel vous gravitez. Là. Donc, c'est sûr qu'en 2002, il y a eu l'adoption de la loi sur la transparence en matière et d'éthique en matière de lobbyisme, à ce moment-là, en 2002, qui est venue améliorer les relations de lobbyisme avec les titulaires de charges publiques. Ça rendait transparentes ces opérations-là avec la création du registre. On a en 2008, la LCOP, hein, qu'on connaît tous, que vous connaissez certainement très bien, donc qui est venue harmoniser les façons de faire dans les relations contractuelles avec l'État. On a en 2011 la loi concernant la lutte contre la corruption, donc qui a mené à la création de l'UPAC, comme on disait tout à l'heure. On a aussi en 2012 la loi sur l'intégrité en matière de contrat public qui a ajouté une couche et les fameuses vérifications d'intégrité et de probité des entreprises qu'on a mentionnées également. On a aussi une loi intéressante en 2015, la loi visant la récupération, et là, on va sortir nos petits yeux, des sommes payées injustement en matière de contrat public. Ça, c'est la loi qui fait en sorte que les entreprises qui ont touché de façon illégale des sommes par activité de corruption et autres avaient jusqu'à la mi-décembre dernier pour s'auto-dénoncer auprès des villes, par exemple, ou du gouvernement, et offrir de rembourser eux-mêmes volontairement, comme on dit, là, les sommes qu'elles ont perçues illégalement. Il y a également un deuxième volet, parce que celui-là est terminé, où cette loi-là permet de poursuivre les entreprises qui ont touché des sommes en raison de la corruption. Et il y a plusieurs municipalités qui ont déjà des poursuites entamées. On pense à Gatineau, Saint-Jérôme, Laval a fait des poursuites à ce niveau-là. Donc, il y a également la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles commis dans les organismes publics, donc qui est arrivée en 2016, qui permet d'établir une procédure de divulgation, mais surtout une protection pour les dénonciateurs, justement, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile pour ceux qui osent dénoncer des actes répréhensibles. Donc, ça amène ce niveau-là. Et on a également, en 2017, la loi instituant l'Autorité des marchés publics, sur laquelle je n'élaborerai pas parce qu'on a un invité avec nous, M. Dumont, qui va sûrement vous en aborder cet après-midi.
Et on a finalement notre toute dernière loi en ce qui concerne l'UPAC, le 14 février 2018, la loi qui vise, si je peux bien le lire, à accroître la compétence et l'indépendance du commissaire à la lutte à la corruption. Et je ne vous lis pas le reste du libellé de la loi en question, mais en gros, ça fait de l'UPAC un corps de police à part entière, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça va amener de la facilité, plus de facilité à mener les enquêtes, notamment un accès direct aux informations. Donc, ça risque d'être plus simple et l'UPAC va pouvoir embaucher ses propres policiers si elle le désire. On est rendu maintenant au cœur de la présentation, les actes répréhensibles qu'on veut vous montrer aujourd'hui. C'est quoi un acte répréhensible? C'est une contravention à une loi ou règlement en vigueur au Québec. Donc, on parle d'une loi autant au niveau fédéral, provincial, municipal. Et ça part du code criminel aux lois fiscales. Ça peut être la loi sur les cités civiles, la loi sur l'instruction publique, les règlements budgétaires qui en découlent. Tout ce qui est en vigueur au Québec comme loi et règlement est susceptible de donner lieu à un acte répréhensible. Quand on parle de contravention, bien, dans le contexte de l'UPAC, c'est en lien avec l'adjudication d'un contrat public. Donc, à ce moment-là, on parle des contrats offerts ou octroyés suite à un appel d'offres, les contrats de gré à gré, ça peut être des baux de location, ça peut être des transactions immobilières, ça peut être des ententes verbales et écrites de toute forme, mais ça concerne également les contraventions en lien avec l'administration de la justice. Donc, les corps policiers, l'administration des tribunaux, s'il y avait des actes, des contraventions faites dans ce contexte-là, ce serait dans la mire de l'UPAC. Également, le dernier, c'est des contraventions dans l'octroi de droits et de privilèges. On parle également ici d'octroi de subventions, par exemple, des subventions pour les infrastructures, la construction, l'embauche de main-d'œuvre, la formation. Toute forme de subvention, c'est de l'argent public, donc c'est susceptible d'être dans ce groupe-là de contraventions. Des permis, des autorisations, construction, des permis de travail, des permis environnementaux, etc. Tout est là-dedans. Et ça concerne également les nominations à des charges publiques si jamais elles donnaient lieu à des actes indus dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, on va voir 3 actes répréhensibles. On va en avoir 7, mais les 3 plus importants, c'est corruption, fraude, abus de confiance qu'on va voir tout à l'heure. On va passer plus de temps parce que c'est pratiquement 50% des actes répréhensibles qui sont commis, c'est ces 3 actes-là. On va également regarder le conflit d'intérêts criminels, le trafic d'influence, les commissions secrètes et la collusion. Par contre, il y en a bien d'autres des actes répréhensibles. On pourrait passer la journée ensemble puis on ne manquerait pas de matière, c'est certain, puisque c'est toute loi ou règlement en vigueur au Québec, en lien avec les contrats publics. On aurait facilement pu vous parler du complot, de la participation à un acte répréhensible, la complicité, production de faux documents. Les heures non déclarées, par exemple, ou le travail au noir, qui sont également des actes répréhensibles au niveau fiscal. Ça pourrait être extorsion, intimidation, blanchiment d'argent. Mais aujourd'hui, on se concentre sur ces actes-là en particulier. La corruption, comme le montre le dessin, c'est un échange ou une tentative d'échange, parce qu'essayer de faire de la corruption, c'est également comme si on la faisait en tant que telle, où on a un corrupteur à gauche qui offre à un titulaire de charge publique à droite un avantage quelconque. On peut appeler ça un cadeau, on peut appeler ça de l'argent, ça peut être un emploi à son enfant, ça peut être un voyage, ça peut être un ordinateur. Bref, le concept d'avantage est très, très large. Et le titulaire de charge publique qui reçoit le cadeau, bien, à ce moment-là, commet un acte, un retour d'ascenseur vers le corrupteur. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on appelle ça un échange. Et quand on parle de retour d'ascenseur, c'est de commettre un acte qui peut être très variable, hein? Ça peut être de fermer les yeux sur une non-conformité dans l'application d'un contrat, mais ça peut être d'omettre quelque chose aussi, de ne pas faire quelque chose, mais que ça devient en faveur du corrupteur. Et ce qu'il faut retenir de la corruption, c'est que c'est vraiment un échange. Hein. C'est important qu'il y ait un cadeau de donner au titulaire de charge publique, mais celui-ci se trouve à redonner autre chose en échange de ce cadeau-là. Une titulaire de charge publique, juste pour être certain qu'on se comprend, c'est à peu près tout le monde, grosso modo, qui touche sa rémunération des fonds publics. Donc, on est quand même très large, réseau de la santé, réseau de l'éducation, les ministères et organismes, les sociétés d'État, les CPE aussi. Et il y a certaines situations où ça peut être, par exemple, un consultant ou un organisme sans but lucratif. Il y a des petites nuances qui peuvent s'amener, mais c'est à peu près tout le monde, effectivement, qui gravite dans l'appareil public.
Et ce qu'il faut retenir dans la corruption avant d'aller plus loin, c'est que la valeur du pot de vin n'a pas d'importance. Que quelqu'un reçoive un cadeau d'une valeur de 20 $ ou un cadeau d'une valeur de 2 000 ou de 20 000 $, c'est de la corruption au sens de la loi et la jurisprudence également. Donc, la corruption, il y en a deux genres. Il y a deux types de corruption. Il y a la petite et la grande corruption. Et pourquoi on le divise comme ça? Vous allez voir qu'il y a une grosse différence quand on regarde ça. La petite corruption, elle se réalise à petite échelle. C'est des petits actes. Des fois, c'est vraiment une personne seule qui s'inscrit, qui se fait un petit stratagème à son goût là-dedans. Par exemple, il y a 2 cas réels qui ont eu lieu. Un employé du ministère de l'Immigration qui demandait 5 000 $ à des immigrants pour mettre leur dossier sur le dessus de la pile, leur dossier d'analyse d'immigration pour devenir résident permanent. Donc, à ce moment-là, c'était un acte de corruption, carrément. Ça n'a pas besoin d'être un grand stratagème très complexe, mais le seul fait de prendre de l'argent pour mettre quelqu'un sur le dessus de la pile, c'était de la corruption. On a également un employé de la Régie du bâtiment qui a demandé 5 000 $ pour accorder une licence sans restriction à un entrepreneur. Mais cet entrepreneur-là avait un casier judiciaire et théoriquement, ça lui donnait droit seulement à une licence restreinte. Donc, il a demandé 5 000 $ à l'entrepreneur, sauf que celui-ci a refusé de prendre part au stratagème. Donc, il a dénoncé l'employé et cet employé-là a été reconnu coupable de corruption. Parce que le fait de tenter d'initier ça, bien évidemment, c'est la même chose que de le faire en tant que tel. La grande corruption, c'est tout à fait différent. C'est un système complexe, structuré, qui implique plusieurs personnes, souvent des montants beaucoup plus importants que quelques milliers de dollars, on s'entend. Et un bel exemple, c'est ce qui a eu lieu à la ville de Laval. Bon, on a vu beaucoup dans les médias les arrestations qui ont eu lieu. Il y avait eu 37 arrestations de l'UPAC en 2013. C'est un stratagème excessivement complexe. Il y avait 3 sections dans ce stratagème-là. Il y avait évidemment le maire Vaillancourt avec sa garde rapprochée, les gens qui l'embauchaient autour de lui. Il y avait à l'autre bout, il y avait les entreprises privées qui prenaient part au stratagème, collusion notamment, etc. Et il y avait dans le centre les avocats notaires qui étaient facilitateurs de ce stratagème-là, qui était le lien très souvent entre la gang du municipal et les entreprises privées qui étaient impliquées. Donc, ça, on s'entend que s'il manquait un élément là-dedans, ce stratagème-là tombait complètement, là. Et il y avait des sommes importantes de plusieurs millions de dollars impliqués aussi. Puis c'était tout un stratagème. Le maire Vaillancourt choisissait le gagnant des contrats, il ramassait une ristourne de 2 %, puis ensuite la ristourne était distribuée. Donc, on voit qu'il y avait vraiment quelque chose de très réfléchi. C'était loin d'être à l'échelle individuelle. Un autre acte répréhensible, celui-là, il est très important, la fraude. Il est important parce que ça peut se produire en infraction de plusieurs lois et règlements. Une fraude fiscale, hein, une infraction au code criminel, oui, également. C'est également un acte répréhensible qui se produit souvent. Près du quart des actes répréhensibles sont de la fraude. Et c'est quand même passible de 14 ans de prison en vertu du code criminel. C'est quand même une peine importante. C'est la plus importante pour un crime de nature économique par rapport à la corruption qu'on vient de voir, qui était seulement de 5 ans la peine maximale. Donc, la fraude, c'est quand même pas banal. Et la fraude, ça peut tellement prendre de modèles différents. Hein. Ça peut être carrément de facturer des heures qui ne sont pas livrées, c'est de prendre des matériaux de moins bonne qualité. Les exemples sont nombreux, mais c'est souvent des détournements de fonds, la fraude. Quand on regarde ça de plus près, ça arrive à l'intérieur de l'entreprise, mais ça pourrait être une fraude à l'extérieur aussi. Mais le détournement de fonds est très présent, puis il y en a dans le secteur scolaire comme dans d'autres secteurs d'activité. C'est pas qu'il y en a plus, mais il y en a comme dans d'autres secteurs. Par exemple, on a un exemple d'une adjointe administrative dans une école qui est quand même tout récent parce que la sentence est sortie le mois dernier, qui a volé et falsifié pour 21 000 $ de chèques. Donc, elle a écopé de 37 mois de prison. C'est quand même une peine importante pour ça. Donc, il faut dire qu'elle était déjà condamnée pour fraude, donc ça a sûrement joué en sa défaveur. Ouais. On a également une employée d'une commission scolaire, elle, qui a volé pour 43 000 $ d'argent qui venait des fonds perçus pour les livres et les sorties des élèves.
Donc, les fonds ont été détournés. En même temps, elle avait fraudé le ministère du Transport dans un autre stratagème. Donc, elle a eu 23 mois de prison. Ça fait 1 an et demi. Elle purgeait déjà une peine avec sursis pour fraude. Donc, c'est sûr que ça ajoute au dossier, mais il reste que cette dame-là s'était quand même rendue à 43 000 de fraude dans ce contexte-là. On a également dans une commission scolaire une dame en comptabilité qui a volé 70 000 $. Elle avait un objectif, c'était éponger les problèmes financiers qu'elle avait dans une entreprise personnelle. Ça aussi, ce n'est pas des cas très, très vieux, là. Ou encore un cas d'un responsable des achats dans une école qui, lui, percevait l'argent pour les uniformes des élèves. Et quand c'était de l'argent comptant, il la mettait dans sa poche. Quand c'était des chèques, c'était déposé, bien entendu. Donc, sur 7 ans, il a empoché 84 000 $ avec son stratagème. Ça aussi, c'est quand même assez récent, à peu près 1 an et demi, là, que la sentence est sortie. Ce n'est pas nécessairement des gros stratagèmes, on s'entend. Souvent, c'est la personne elle-même qui s'est trouvée à organiser ces choses. Et justement, on vous montre le triangle de la fraude de Crécy, parce que c'est un psychologue américain qui, lui, a étudié le phénomène de la fraude auprès de 200 détenus américains. Et il a remarqué que pour avoir une fraude, il faut 3 éléments. Ils sont essentiels, les 3 qu'on voit à l'écran. Il faut d'abord que l'individu qui veut commettre la fraude ait une pression. Donc, on s'entend que dans les 4 cas, c'était le manque d'argent, mais ça pourrait être un désir de vengeance ou peu importe. Mais il faut avoir une pression, un besoin pour commettre la fraude. Ensuite, il faut une justification, parce qu'on sait tous que voler le bien d'autrui, ce n'est pas correct. Hein? C'est pas un acte qui est moralement acceptable. Donc, souvent, à chaque fois, les fraudeurs vont se dire « Ah, c'est pas grave, ça paraîtra pas. C'est un budget d'exploitation de plusieurs millions de dollars, c'est pas 20 000 $ qui va paraître. » Et il faut également qu'il y ait une opportunité de commettre la fraude. Et le point 3 est très important, parce qu'on a beau avoir les meilleures idées du monde, puis on a beau trouver ça banal, une fraude, s'il y a des contrôles très serrés qui empêchent de commettre la fraude, c'est certain qu'elle n'aura pas lieu. C'est certain que si une personne est unique signataire des chèques, et que ça donne que c'est une de nos 4 personnes que je viens de vous mentionner tout à l'heure qui a fait des fraudes, bien, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Elle était unique signataire. Elle avait des antécédents, tout ça. Bon, ça ne voulait pas dire qu'elle allait recommettre une fraude à nouveau, mais c'est sûr qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des fraudeurs qui ont l'œil pour les reconnaître rapidement. Donc, c'est important de regarder les fraudes. Celui qui avait la fraude pour les uniformes scolaires, ça a quand même duré 7 ans. Je n'ose pas dire qu'il y avait manque de contrôle, je ne veux pas juger rien, mais ça a quand même duré 7 ans avant que les gens s'en rendent compte. Fait que souvent, l'opportunité, c'est là qu'une organisation peut jouer, en ne mettant pas sur le même bureau des tâches très stratégiques au niveau financier notamment. C'est là qu'il y a une marge de manœuvre à aller chercher. Et justement, des fraudes, pour conclure cet élément-là, c'est pas juste au niveau des détournements de fonds, il y en a à d'autres niveaux. On a un cas de fraude qui a connu son dénouement au mois de janvier. C'était une entreprise en informatique qui offrait des formations qui étaient subventionnées par le ministère de l'Emploi. Donc, ces formations-là étaient subventionnées à raison de 50 %. Alors, le formateur en informatique, lui, gonflait les factures. Donc, il mettait plus d'heures de formation qu'il n'en avait réellement livré. Il mettait un tarif horaire beaucoup plus élevé et de connivence, évidemment, avec les entreprises clientes. Donc, les entreprises clientes, elles, prenaient leurs factures et allaient les présenter au ministère de l'Emploi pour obtenir leur subvention. Et c'est certain que comme ces factures-là étaient gonflées, bien, c'est sûr que la subvention reçue ne représentait pas 50 % des coûts réellement perçus, mais davantage 100 % des coûts réellement payés plutôt. Donc, c'est un stratagème qui a été découvert, puis c'était quand même rendu à 43 000 $ de fraude. L'individu appelé des coupables, les entreprises complices ont eu des sanctions administratives, mais c'est pas nécessairement des choses à grande échelle, mais voyez-vous que ça prenait place, ce stratagème-là, contre un programme de subvention. On a également eu, qui a connu son dénouement aussi en janvier, une fraude à l'hôpital juif de Montréal. C'est sûr qu'on n'est pas dans le milieu de l'éducation, on est vraiment au milieu médical, mais c'est surtout au niveau de la construction qu'il faut voir cet exemple-là. L'entrepreneur facturait des travaux à l'hôpital
mais ils n'étaient pas effectués tous à l'hôpital, les travaux. Ils étaient effectués sur des résidences de certains cadres de l'hôpital. Donc, c'était une fraude à ce niveau-là. Il faisait également de la fausse facturation pour obtenir de l'argent comptant pour payer des employeurs au noir. Donc, c'est une fraude également, plus fiscale. Donc, en plus, les cadres de l'hôpital ont réclamé des milliers de dollars en crédit de taxes pour des travaux alors qu'ils n'avaient pas fait. Donc, c'était 45 mois de prison, 400 000 d'amende, poursuite civile contre l'entrepreneur. Donc, c'est des fraudes, ça peut prendre de l'ampleur au-delà des premiers cas que je vous ai parlé. Puis encore là, il était quand même assez important. L'abus de confiance, maintenant, bien, un abus de confiance survient lorsqu'un fonctionnaire abuse de sa charge publique à des fins autres que l'intérêt public. Ça, c'est la définition théorique. Donc, c'est bon pour un fonctionnaire, mais on sait que l'entreprise privée qui collabore à un abus de confiance qui aide un fonctionnaire peut également être reconnue coupable de complicité ou de participation à cet acte criminel-là. Donc, c'est un acte répréhensible important, souvent déposé devant les tribunaux, souvent combiné avec la fraude notamment. Peine maximale de 5 ans, donc c'est pas la peine la plus élevée, mais c'est quand même un acte important qui a lieu. Et pour qu'on ait un abus de confiance, que je vous ai mis sur la diapositive, c'est les 5 critères que la jurisprudence a établis pour condamner quelqu'un pour abus de confiance. Le premier, c'est qu'on doit être en présence d'un fonctionnaire, et on a vu tout à l'heure, fonctionnaire, titulaire de charge publique, 2 synonymes. Donc, c'est tout le monde, hein, c'est large, hein, c'est tout le monde qui travaille dans l'appareil public. Et même, ça tient même compte des politiciens, d'ailleurs. Hein, nos politiciens sont des fonctionnaires au sens de la loi, au sens du code criminel. Alors, l'accusé agissait dans l'exercice de ses fonctions, donc c'est pas dans un travail parallèle qu'il avait. Donc, également, l'accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite de sa fonction. Donc, il a fait un écart d'une certaine nature. Mais si on se rend de 1 à 3, on est en présence d'un problème de comportement, d'éthique, d'honnêteté, mais ce n'est pas suffisant pour déclarer quelqu'un coupable d'un acte criminel. Pour ce qui est du point 4 et 5, c'est là que ça se joue. Le point 4 est très important. L'acte représente un écart grave et marqué par rapport à ces normes. Donc, les normes, il a débordé, mais il n'a pas juste débordé un petit peu. Il a fait quelque chose de très important. Également, et là, le 5e, c'est là que tout se joue complètement, il a agi, le fonctionnaire, dans l'intention d'user de sa charge à des fins autres que l'intérêt public, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité et de corruption. Et ça, c'est tout là que ça se joue. Pour que quelqu'un soit coupable vraiment d'abus de confiance, il faut avoir le 5e point. C'est pas évident à prouver l'intention malhonnête. Hein. Dans un monde idéal, il y aurait de l'écoute électronique et les suspects avoueraient leur crime en bonne et due forme, ce serait enregistré et la poursuite peut suivre son cours. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Plus souvent qu'autrement, c'est avec des choses très subtiles, les comportements douteux qu'on se trouve à découvrir l'intention malhonnête. Par exemple, et là, je vous donne un exemple tout à fait fictif. Un directeur des ressources matérielles dans une école ou une institution, ou même au gouvernement, peu importe le ministère, qui demande à rencontrer des fournisseurs en dehors du bureau. Il ne veut pas les rencontrer au bureau. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un abus de confiance, mais c'est un comportement qui pourrait être vu comme étant suspect. Ou encore qui demande à un entrepreneur de lui transmettre de l'information par courriel, mais à son adresse personnelle et non pas à son adresse du bureau. C'est des subtilités. Ou encore, lorsqu'il y a un cadeau qui est reçu, quoi qu'il y en a de moins en moins des cadeaux, on s'entend, mais il pourrait demander de le recevoir à la maison plutôt que de le recevoir à l'école. Il y a un aspect secret là-dedans et douteux. Et des cas réels, on en a eu 2 très beaux dans les médias. Le maire Michael Applebaum à Montréal, lui, il a déjà fouillé ses invités qui arrivaient à la maison, les a palpés pour s'assurer qu'ils ne portaient pas de micro ou de matériel pour l'enregistrement des conversations. On s'entend que ce n'est pas dans la nature normale des choses, hein, quand on reçoit du monde chez nous. Également... évidemment, il s'exprimait en langage codé des fois, et il chuchotait. Ou encore, il demandait de fermer les cellulaires parce qu'il y avait une petite crainte que ça pourrait éventuellement servir à enregistrer ou quoi que ce soit. C'est un comportement qui a été jugé douteux devant les tribunaux, effectivement. Il n'a jamais parlé ouvertement de pot de vin ou de son stratagème comme ça, de partage d'argent et tout ça. Non, c'est vraiment l'aspect secret, l'aspect douteux qui a causé sa condamnation. Puis on a l'ex-maire Vaillancourt à Laval,
qui, lui, avait déjà dit, lors de l'écoute électronique, « Je vais m'acheter des cellulaires jetables, des petits cellulaires à la carte, là, parce qu'il ne voulait pas être retracé. » C'est sûr que de nos jours, là, faut triper, même si ça fait quelques années, on s'entend que, bon, on a tous un cellulaire, un téléphone intelligent qui nous est fourni. On n'a pas beaucoup d'ambition à avoir un téléphone à la carte, on s'entend. Le maire Vaillancourt également n'inscrivait pas tous ses rendez-vous à l'agenda. Là, on parle peut-être d'un mode un peu plus papier, mais ils n'inscrivaient pas tous. Puis il y a même été question qu'il a fait, qu'il jetait, qu'il faisait arracher des pages de son agenda aussi. Quand il y avait des rendez-vous qu'il ne trouvait pas intéressants à conserver, là. Donc, c'est sûr que quand on regarde tout ça, bien, c'est pas tout le monde qui a ce comportement et ces craintes-là par rapport à ça. Un exemple d'abus de confiance dans lequel l'UPAC a été impliqué au niveau dans le secteur collégial, c'est une ex-directrice des finances qui avait détourné près de 100 000 de l'institution d'enseignement. Elle avait le plein pouvoir de signature sur les chèques. Et elle en a profité pour déposer ces chèques-là dans un compte bancaire de l'entreprise de son conjoint et de 2 autres entreprises. On parle de 18 transactions, c'est quand même pas rien, il n'y en a pas juste une, hein, quand on parle des fois de contrôle et de vérification. Donc, elle a plaidé coupable des accusations d'abus de confiance, mais également de fraude. Fraude, il y en a toujours beaucoup plus, là. C'est plus facile à prouver une fraude. On a vu que la définition était simple, hein, tu enlève à quelqu'un un bien qui lui appartient, c'est de la fraude. Tandis que l'abus de confiance, ça prend beaucoup d'éléments pour le prouver. Donc, c'est sûr qu'elle avait également fraude et abus de confiance. On a aussi dans le secteur municipal l'ex-directrice générale de la ville de Hudson qui a encaissé 1 million de dollars de chèques qui étaient destinés à la ville. Et ça, sur une période de 17 ans. Bon, il y avait un stratagème là, complexe pour pas que ça paraisse. 17 ans, c'est quand même assez long. Mais elle avait trouvé une façon de le faire et ça a duré un bon bout de temps. Ou encore un directeur des travaux publics dans une municipalité près de Québec qui, lui, utilisait 2 employés de la ville pendant qu'ils étaient payés par la ville pour aller travailler sur sa résidence personnelle, faire des rénovations. Donc, c'est ça de l'abus de confiance. Ça n'a pas toujours besoin d'être un grand stratagème, ça peut être tout petit, mais c'est vraiment un détournement des fonds publics d'une certaine façon, mais abuser du pouvoir qu'on a pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Trafic d'influence, maintenant, c'est un autre incompréhensible. Il consiste à se servir de son poste ou de sa position pour influencer la prise de décision d'un titulaire de charge publique, en échange d'un avantage cadeau, hein, on a vu ça, c'était très large. Donc, on a au centre un intermédiaire qui, lui, peut être un organisateur public, un élu, un fonctionnaire, qui connaît un entrepreneur à la gauche. Donc, il connaît un entrepreneur qui a peut-être des besoins. Ça peut être un individu, mais il connaît quelqu'un qui a un besoin quelconque. Et il connaît également, à la droite, un titulaire de charge publique qui pourrait prendre une décision favorisant son client, l'entrepreneur. Donc, évidemment, l'intermédiaire est au courant du besoin. Il s'en va voir le titulaire de charge publique en exprimant le besoin. Le besoin, ça peut être un changement de zonage qui permet la construction d'un édifice sur un terrain en particulier, là. Et le titulaire de charge publique prend la décision en question qui favorise l'entrepreneur à gauche. Et l'entrepreneur, bien content du service qu'il a reçu, va fournir un avantage, un cadeau à l'intermédiaire. Donc, c'est une roue qui tourne, le trafic d'influence. C'est pas du lobbyisme, soit dit en passant. Des fois, on nous le demande, hein, c'est-tu la même chose? Pas du tout. Le lobbyisme, on l'a vu, il y a une loi, il y a un registre, c'est légal, c'est encadré, c'est transparent. Et le lobbyiste, lui, reçoit sa rémunération de l'organisme qui l'embauche. C'est pas du tout, il n'y a rien de caché, alors que l'avantage indu, on s'entend qu'il n'est pas trop visible de l'extérieur. Un exemple de stratagème également dans lequel l'UPAC a été impliqué, on a un individu qui a demandé à un entrepreneur 75 000 $ pour aller voir sa fille qui siégeait au conseil municipal d'une petite municipalité pour l'influencer et lui faire prendre une décision en faveur de l'individu qui avait des projets de construction, là. Donc, l'individu a refusé de prendre part au stratagème et il est allé dénoncer cet acte-là et l'UPAC est impliqué et l'individu a plaidé coupable et a obtenu une peine dans la collectivité. Donc, encore une fois, trafic d'influence, pas besoin de le faire. Avoir l'intention ou prétendre pouvoir le faire, ça constitue une infraction au code criminel. Conflit d'intérêts criminel, c'est un acte répréhensible qui est peu connu. Puis dans les faits, il est assez simple à perpétrer parce qu'il suffit qu'on soit en présence d'une entreprise à gauche qui fait affaire avec l'État. Donc, on voit la flèche s'en aller à l'extrême droite. Et cette même entreprise-là donne un cadeau, un avantage, un emploi à un titulaire de charge publique. Et c'est tout. Il n'y a pas de retour d'ascenseur de la part du titulaire de charge publique pour remercier
l'entreprise ou le corrupteur, là. Le simple fait, on a une entreprise, fait affaire avec l'État et donne également un cadeau à un titulaire de charge publique et on peut être en présence d'un conflit d'intérêts criminel. Dans les faits, au code criminel, c'est pas inscrit conflit d'intérêts criminel, c'est plus une fraude envers le gouvernement. C'est comme ça que c'est formulé. Bon, l'appellation conflit d'intérêts criminel vient avec l'expérience et la comparaison avec ce qui se fait ailleurs, là. C'est une façon pour comprendre un peu plus le stratagème, mais c'est quoi concrètement? C'est commet une infraction tout fonctionnaire ou employé du gouvernement qui exige, accepte, offre ou convient d'accepter d'une personne qui a des relations d'affaires avec l'État. Donc, on est un fonctionnaire, on accepte le cadeau, ou encore on en demande un, c'est la même chose, d'une entreprise qui fait affaire avec l'État. Donc, on demande une commission avantage, récompense, etc. Ça peut être direct ou indirect. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, pas nécessairement pour nous, hein. Ça peut être pour notre fille, pour notre conjoint. Ça peut être indirect aussi. Donc, et juste le fait de faire les deux premiers points, c'est un conflit, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a une petite exception, c'est à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division du gouvernement qui l'emploie ou dont il est fonctionnaire. Bon, on s'entend que c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé une fois. C'est-à-dire qu'il y avait un individu qui avait accepté un voyage aux États-Unis, je pense que c'est on va aller visiter des usines d'épuration des eaux, puis il avait amené, c'est un voyage toutes dépenses payées de l'entrepreneur, il avait amené sa famille avec lui. On dépassait le cadre strictement professionnel, mais de toute façon, il fallait qu'il ait le consentement écrit pour le voyage, même s'il n'avait pas eu sa famille avec lui. C'est toujours un volet comme qu'ils diraient, loisir dans ce genre de voyage-là. Donc, il avait obtenu le consentement écrit, il n'y a pas eu de problème. Mais ça arrive très rarement, ça se fait plus souvent qu'autrement en secret. Et quand on parle d'un conflit d'intérêts criminel, la valeur du cadeau a de l'importance. La jurisprudence a établi qu'un cadeau de valeur modeste, c'est correct. Le seul problème, c'est que la jurisprudence n'a pas défini le mot modeste. Alors, on s'entend que modeste, pour moi puis pour Bill Gates, c'est pas la même chose. On n'a pas le même niveau, là. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de prix ou de valeur déterminée, mais il y a une différence entre un café ou encore un voyage dans les Caraïbes de luxe, là, ou ailleurs, là. Un voyage en Europe ou n'importe quoi, là. Et ça, bien, ça amène souvent la réflexion sur les cadeaux. Il y a eu une époque où c'était usuel qu'un entrepreneur donne des cadeaux de fin d'année aux gens avec qui il faisait affaire dans l'appareil public. Je veux dire, j'en ai vu passer avec les années. Ça se faisait et ça se fait de moins en moins, on comprend. Il y a différents codes d'éthique, de déontologie qui se développent maintenant avec des montants maximum pour les cadeaux dans certains cas. Ça peut aller, mais ça peut être également tolérance zéro et des endroits, c'est tolérance zéro pour les cadeaux. Le fonctionnaire ne peut pas en recevoir, point à la ligne. Il y a d'autres endroits, comme dans la majorité des municipalités, c'est plus 200 $ la valeur de cadeau qui est permise. Des fois, c'est entre les deux. Retraite Québec, c'est 50 $. Donc, c'est sûr que ça varie d'un endroit à l'autre, mais la tendance s'en va davantage vers la tolérance zéro. Et c'est d'ailleurs la position de l'UPAC, parce qu'on est d'avis qu'il n'y a rien qui justifie qu'un fonctionnaire, un gestionnaire, un employé de l'État accepte un cadeau d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement. L'accepter, bien, c'est déjà se mettre la main dans l'engrenage. L'amitié parfaite et tout ça, c'est pas toujours évident d'en être certain quand on reçoit ça. Avec une tolérance zéro, mais c'est sûr qu'on évite d'avoir des problématiques à ce niveau-là. Et on a déjà entendu parler, là, peut-être que M. Dumont est au courant, mais il y a peut-être éventuellement une directive à cet effet-là que le Conseil du Trésor serait en train de réfléchir ou pourrait mettre en place éventuellement. Mais c'est certain que le concept de tolérance zéro, je pense que ça évite toute situation douteuse qui pourrait avoir lieu. Bien entendu, les cadeaux protocolaires, les petits cadeaux d'amitié ou de marque de reconnaissance plutôt de valeur symbolique, ce sera toujours du cas par cas. Je pense que c'est plus au niveau des enseignants peut-être qu'au niveau des cadres dans le milieu scolaire. C'est sûr que le petit bidule de fin d'année bricolé par l'enfant n'entrera pas là-dedans, c'est certain. Mais c'est pas ça d'ailleurs qui intéresserait grand monde, mais des cadeaux, des vrais cadeaux, il s'en est distribué avec de grandes valeurs. Et un bel exemple de conflit d'intérêts criminel qu'on a eu, c'est un ex-député de l'Assemblée nationale, Tony Tomassi, pour ne pas le nommer, qui a utilisé la carte de crédit d'une entreprise privée qui avait des relations avec l'État pour faire des pleins d'essence. Il a fait 40 pleins d'essence, donc probablement sur un an ou sur une certaine période.
C'est certain qu'il n'y avait pas eu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour utiliser cette carte-là. On s'entend que le troisième point était loin de s'appliquer à lui. De toute façon, il y avait en plus une allocation pour ces frais de déplacement qui couvraient l'essence en question. Fait que là, on jouait même sur 2 fronts en même temps. Donc, il a plaidé coupable à fraude envers le gouvernement. Et il n'a pas été nécessaire de prouver que l'ex-député était intervenu dans les affaires de cette entreprise-là. Ou encore avait tenté de le faire, parce que ce n'est pas un élément essentiel lorsqu'on est dans ce chef d'accusation-là. Commission secrète, il nous reste 2 actes répréhensibles. Les 2 prochains touchent généralement des entreprises privées entre elles. Commission secrète pourrait également toucher un fonctionnaire et une entreprise privée, ça n'exclut pas, mais règle générale, ça se passe dans le secteur privé. C'est un petit peu l'équivalent de la corruption, mais sans que les titulaires de charges publiques soient impliqués dans la majorité des cas. Mais par contre, même si on parle d'entreprise privée, l'UPAC s'y intéresse à ces cas-là lorsqu'il s'agit de l'administration des fonds publics, c'est certain. Si c'est une entreprise privée entre elles, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ça survient lorsque un employé d'une organisation, d'une entreprise, demande, offre ou accepte un bénéfice de quelque nature, donc on pense souvent à l'argent, mais ça peut être autre chose, à titre de contrepartie, pour faire ou ne pas faire un acte en particulier en lien avec les affaires de son entreprise ou de son employeur. Et la meilleure façon de comprendre ça, la commission secrète, c'est de regarder un autre cas réel qu'on a eu dans le cas de l'échangeur, l'appel d'offres pour l'échangeur de Turcot à Montréal, un projet qui dépasse les 3 milliards de dollars de fonds publics. Donc, il y a le chargé de projet d'une firme d'ingénierie, qui était Pomerleau à ce moment-là, qui a offert de vendre à un compétiteur de son employeur, SNC-Lavalin, des plans et devis techniques du consortium dans lequel son employeur faisait partie. Donc, il y avait des documents qui avaient une valeur pour l'autre entreprise, évidemment, des choses qui ne devaient pas circuler. Il a offert de les vendre et il a demandé une commission de quelques millions de dollars. Dans ce cas-là, ça n'a pas été plus loin parce que le SNC-Lavalin est allé porter plainte pour demander, pour décrire cette tentative d'acte répréhensible-là. Et le chargé de projet de la firme Pomerleau a été pris sur le fait lors de l'échange des documents versus de l'argent. Donc, il n'y avait pas de fonctionnaire d'impliqué dans le stratagème, mais l'UPAC est intervenu parce qu'il s'agissait de fonds publics qui étaient là-dedans. La collusion, maintenant. La collusion, c'est une entente secrète entre soumissionnaires potentiels pour entraver la bonne concurrence, la saine concurrence, et c'est dans le but d'en retirer un profit, une rente économique illégale. Théoriquement, la collusion, ça se passe entre entreprises privées aussi, mais ça arrive qu'il y ait un fonctionnaire qui pourrait être impliqué. Et quand on pense au processus d'appel d'offres, ça pourrait, par exemple, être en transmettant à un groupe d'entreprises qui font de la collusion des informations privilégiées sur un projet en particulier, sur un appel d'offres, que les autres n'ont pas, donc ce serait de l'avantager de façon indue. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des fonctionnaires d'impliqués. Ça peut également impliquer de l'intimidation ou des menaces aussi. Je veux dire, la collusion, c'est au-delà souvent de l'acte en tant que tel, de se mettre ensemble pour essayer d'atteindre un objectif. Ceux qui ne veulent pas participer à la collusion, mais il y a déjà eu des cas d'intimidation et de menaces là, qui sont allés devant les tribunaux. Là. Donc, la collusion, quel genre de collusion on peut avoir? Bien, le plus classique qu'on voit plus facilement, c'est la fixation des prix du prix des biens et services. On a entendu parler du cartel du pain. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans les contrats publics, mais c'est un bel exemple de collusion où les compagnies s'entendaient sur le prix. Il y a déjà eu des cartels de l'essence qui, dans certaines régions, fixaient le prix, mais c'est des beaux exemples. Même si ce n'est pas dans les contrats publics, je les trouve bons quand même. Il y a aussi du partage de territoire ou de clients. C'est-à-dire que les entreprises vont s'entendre entre elles pour dire, moi, je vais soumissionner pour l'est de la région, de la ville. L'autre va prendre l'ouest de la ville. Ça s'est vu dans l'asphaltage, ça s'est vu dans le déneigement aussi. Ça peut être par municipalité, ça peut être par rue, peu importe, là, ou par école, ou peu importe, mais c'est un partage qui se fait entre eux avant même de soumissionner. Ça peut être également la rotation des gagnants, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, c'est jamais la même entreprise qui gagne. Donc, à ce moment-là, le gagnant, comme par magie, c'est jamais le même. Il y a toujours un cycle qui s'installe, mais c'est de la rotation. Ou encore l'absence ou le retrait de soumission. L'absence, c'est quand on est en présence du gagnant qui est prédésigné et que les autres ne soumissionneront pas. Donc, il y a une abstention de gens qui ont l'habitude de soumissionner, mais là, soudainement, ne le feront pas. Ou encore, vont soumissionner, mais vont retirer leur soumission. Quoiqu'il y a des clauses quand même entourant ça, mais ça n'empêche pas que ça a lieu.
Et il y a également la remise de soumissions fictives, c'est-à-dire qu'il y a des soumissions qui sont déposées avec des erreurs volontaires, si on peut dire, donc afin d'être éventuellement rejetées dans le processus d'appel d'offres. Donc, c'est l'entreprise suivante qui va gagner le concours. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est de la collusion parce que ça a été volontaire pour donner une chance à l'autre qui était déjà déterminé comme gagnant. Bref, c'est une tentative de camoufler ça un peu, là. Au Canada, on a 2 législations qui s'occupent de la collusion. On a la loi sur la concurrence qui s'en occupe pour l'ensemble de la collusion ou des types de collusion qui peuvent avoir lieu au pays, donc où quelqu'un peut être passé ou une entreprise de 14 ans de prison et d'amende. Mais il y a également le code criminel qui s'applique dans un cas très particulier où il y a des soumissions de déposés et un retrait d'une des soumissions avec une contrepartie pour le faire. Donc, quand ça arrive que vraiment 2 entreprises, 3 entreprises déposent des soumissions, les retirent pour en laisser un gagnant et ont reçu une contrepartie de l'argent ou quoi que ce soit en échange, mais à ce moment-là, c'est passible de 5 ans de prison en vertu du code criminel. Et on a un exemple de collusion dans lequel l'UPAC a été impliqué aussi. Dans Montérégie, il y avait un cartel au niveau de contrats municipaux d'infrastructures de voirie. Oui? Je vais vous poser une question après. OK, justement, j'y arrive, ça sera pas long. Justement, il y avait justement 9 entreprises qui se partageaient les contrats municipaux dans cette ville-là. On parle d'au-dessus de 20 millions de dollars. Donc, c'était quand même important, des soumissions truquées, des faux bons de commande, des fausses factures. Il y a plein de choses qui ont eu lieu dans ce stratagème-là. Et une des entreprises en question a été reconnue coupable à la fois en vertu de la loi sur la concurrence et en vertu du code criminel. Donc, c'est réel et ça va au-delà du pain et de l'essence, comme on dit, là, la collusion. Là. Oui? Les territoires. Vous avez parlé de déneigement, contrats du même... restons dans les contrats du même type. On a tous des contrats de déneigement dans nos régions, on a tous la cueillette d'ordures et plein d'autres contrats là, qui peuvent s'apparenter à ça. Et même quand on retourne en appel d'offres, ou qu'on se regroupe, parfois, on va revenir exactement avec les mêmes soumissionnaires, dans les mêmes endroits. Pourtant, on a ouvert le marché. Mais c'est le même XYZ qui va soumissionner dans le même secteur, mais les autres, ils ne vont pas. Alors, on ne peut pas le démontrer. Mais bon, à un moment donné, tu te dis, ça n'a pas de sens. Parce que vous le soupçonnez, vous savez qu'il y en a davantage que ça, mais il n'y a pas de preuve, hein? Au-delà de dire ça, bon, il y a anguille sur roche. C'est dur de la trouver, l'anguille en question. Non, effectivement, le défi dans la collusion, c'est de la prouver. Hein, c'est secret. Là, il n'y a pas de personne au niveau public qui est de titulaire de charge publique qui est impliquée. C'est l'entreprise entre elles. Effectivement, le défi de la collusion, c'est de la détecter. Et c'est de la prouver par la suite. Là. Je ne sais pas si tu avais un élément à ajouter, Hélène, là-dessus. C'est difficile à prouver. Il faut quand même, si vous pensez qu'il y a de la collusion, quelque chose, c'est de dénoncer, hein, d'aviser le BAC, puis nous on enquête. Mais c'est très long avant de prouver la collusion. Ça prend de l'écoute électronique, ou ça prend aussi des fois une personne qui faisait partie de l'entente collusoire qui va décider de parler. Et en vertu de la loi sur la concurrence, ben, il y a quand même la première personne qui va dénoncer la collusion a l'immunité. Donc on n'est pas obligé la personne n'est pas poursuivie à ce moment-là. C'est de cette façon-là, mais ça prend des années avant de trouver la collusion. Puis je vous dirais, nous, c'est ça, à l'UPAC, souvent, on n'y va pas par collusion, on va aller par fraude, justement, parce que souvent, il y a des faux documents qui ont été déposés, tout ça, et c'est plus facile à trouver la fraude que la collusion à ce moment-là. Moi, ça termine ma section. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on a le temps d'en prendre. Je ne connais pas la gestion de votre temps, là, je ne veux pas interférer. C'est bon? Donc, je laisse la parole à Hélène pour la gestion des risques. Il y aura toujours du temps après, de toute façon, pour les questions. Alors, on est rendu dans la deuxième section de la présentation. Donc, c'est la démarche, justement, de gestion des risques. On vient de voir, justement, les actes répréhensibles avec ma collègue. Et là, maintenant, comment un organisme public peut-il se prémunir contre ces actes répréhensibles? Eh bien, un des moyens qui a été prouvé à l'échelle internationale, c'est de mettre en place un plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion.
Donc, pour aider les différents ministères et organismes à se doter d'un plan de gestion des risques, nous avons élaboré, avec un de mes collègues qui est expert en gestion des risques à l'UPAC, la démarche justement à suivre pour implanter ce plan de gestion de risque-là. Et mon objectif aujourd'hui, c'est justement de vous montrer un peu notre trousse d'outils, notre démarche en gestion des risques pour vous aider à implanter ce plan de gestion de risque-là que vous allez devoir faire dans les commissions scolaires. Alors, comment un peu débuter la démarche, en fait, de la gestion des risques en matière de corruption et de collusion? Bien, tout d'abord, il y a eu différents rapports, justement, dont le commissaire à la lutte contre la corruption, qui demandait de mettre en place un plan de gestion de risque. On a fait 2 recommandations. Entre autres, on a fait une recommandation auprès de la commission Charbonneau, on demandait des modifications législatives aux politiques ministérielles pour imposer la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus contractuels. Ensuite, aussi en 2015, dans son rapport sur les technologies de l'information, le commissaire à la lutte contre la corruption a demandé d'exiger la mise en place de plans de gestion de risque de corruption et de collusion. Et aussi, le vérificateur général aussi, dans ses recommandations, souvent dans ses rapports, il va demander d'adopter des comportements afin d'assurer que les risques liés à l'influence, à la fraude, à la collusion et à la corruption soient pris en compte dans les différentes étapes du processus. Donc ça, c'était les recommandations là, au cours des dernières années. Pourquoi la gestion des risques? Eh bien, ça permet justement de gérer les risques de corruption et de collusion. Ça représente aussi une méthode efficace pour augmenter la résistance à la corruption, à la collusion et aux autres actes répréhensibles qu'on a vus. Ça permet aussi d'apprécier les mesures de contrôle en place. Alors, vous pouvez faire justement voir qu'est-ce que vous avez comme contrôle en place, qu'est-ce que je dois améliorer. Ça fait partie aussi intégrante de la gestion et tient compte des autres processus organisationnels. Donc, dans le plan de gestion de risque, on tient compte de la planification stratégique, des lignes internes de conduite, des politiques internes, des codes d'éthique, etc. Et ça s'appuie aussi sur la meilleure information disponible. Et ça facilite aussi l'amélioration continue et crée une plus-value. À la suite, justement, des recommandations de l'UPAC, le Conseil du Trésor a adopté en juin 2015 la directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Cette directive est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. Et cette directive, elle exige que le dirigeant responsable de chaque organisme public de concevoir et de mettre en place un cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion, toujours dans les processus de gestion contractuelle, et d'adopter aussi un plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Le but de la directive, préciser les obligations des organismes publics qui sont visés à l'article 4 de la LCOP et concernant toute la gestion des risques. Et elle est venue aussi dire d'identifier, d'analyser et évaluer les risques en matière de corruption et de collusion, ainsi que de mettre en place des mesures de contrôle et d'atténuation. Donc, ça, c'est la directive. L'échéancier, maintenant. Donc, l'annexe 1 de la directive, elle est venue identifier quels organismes publics doivent adopter un plan de gestion de risque, et ça sur une période de 3 ans. Donc, dans la première année, donc le 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017, il s'agissait des 10 plus grands donneurs de contrats publics dans les ministères et les organismes qui devaient avoir un plan de gestion des risques au plus tard le 31 août 2017. Donc, on pense aux plus grands donneurs de contrats. Là. Il y avait, entre autres, le ministère des Transports, il y avait le CSPQ, il y avait la RAMQ, Revenu Québec, CNESST, Société québécoise d'infrastructure. Donc, il y avait les 10 plus grands là, donneurs de contrats qui ont eu l'obligation de se doter d'un plan de gestion des risques. Pour cette année, donc, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018, c'est les 21 plus grands donneurs de contrats dans le réseau de la santé et de l'éducation qui doivent adopter un plan de gestion de risque au plus tard le 31 août 2018. Et parmi là, les plus grands donneurs de contrats, il y a 3 commissions scolaires. On pense à la commission scolaire de Montréal, commission scolaire de Laval, commission scolaire Marguerite Bourgeois. Maintenant,
à partir du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019, ça va être tous les ministères et les organismes assujettis à l'article 4, donc toutes les commissions scolaires qui sont assujetties à l'article 4, qui devront adopter un plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Donc, ça va être l'obligation dans les prochains mois. Maintenant, à la suite, justement, de l'adoption de la directive, l'UPAC et le SCT se sont entendus pour que l'UPAC développe des outils et aide les différents ministères et organismes de se doter d'un plan de gestion de risque. Alors, pour ce faire, nous, à l'UPAC, on a développé un cadre de gestion des risques et ce modèle se divise en 4 étapes. Donc, notre modèle s'inspire vraiment de l'ISO 31000, qui est la gestion des risques en général, et aussi de l'ISO 37001, qui est une nouvelle norme internationale qui s'appelle le système de management anticorruption. Donc, c'est une nouvelle norme qui est venue internationale pour aider les organismes à lutter contre la corruption et promouvoir aussi une culture là, plus éthique dans nos processus, nos façons de faire. Donc, on va reprendre justement les 4 étapes là, de notre cadre de gestion des risques. Donc, la première étape, c'est de s'engager. Donc, c'est d'établir les responsabilités et de planifier. Ensuite vient la deuxième étape, c'est de réaliser, donc développer et implanter. C'est vraiment la plus grosse étape à faire dans la gestion des risques. C'est de rendre des comptes, donc l'audit, des révisions. Et c'est d'apprendre et s'adapter aussi des actions correctrices, améliorations dans la 4e étape. On va les revoir une étape à la fois là, pour montrer un peu notre trousse d'outils, ce qu'on a développé dans toute la conception d'un plan de gestion des risques. Donc, l'étape 1, donc, c'est la conception du cadre organisationnel de gestion des risques. Qu'est-ce que contient cette étape? Bien, sous forme, par exemple, d'une politique de gestion en matière de corruption et de collusion. Cette politique-là vient établir les rôles et les responsabilités de chacun. Alors, qu'est-ce que le dirigeant responsable a comme responsabilité? Qui va être responsable de mettre en place le plan de gestion de risque? Quel rôle va avoir le RAC dans cette responsabilité-là? Parce qu'on parle de processus de gestion contractuelle, évidemment, et les autres intervenants. Là, donc, vraiment d'établir les rôles et les responsabilités de chacun. Et dans la politique aussi, on dit adopter et planifier la mise en œuvre du plan de gestion de risque. On veille à l'application du cadre organisationnel et on prévoit aussi une reddition de comptes. Je vous montrerai la trousse d'outils à la fin. Là, on a un exemple justement d'une politique de gestion de risque en matière de corruption et de collusion. C'est un exemple. Vous pouvez toujours l'adapter, mais ça vous aide justement à avoir un modèle. C'est un modèle. Dans la deuxième étape qui vient par la suite, c'est la conception, justement, du cadre organisationnel. C'est comment on peut, justement, établir le cadre, la mise en œuvre d'un plan de gestion des risques. C'est vraiment l'étape cruciale. Dans cette étape-là, c'est le cœur du travail qu'on a à faire pour implanter un plan de gestion des risques. La mise en œuvre du plan, comme je vous disais, s'inspire de l'ISO 31000 et consiste à développer puis à implanter la démarche. Donc, qu'est-ce que contient cette étape-là? C'est le contexte organisationnel, c'est l'appréciation de la situation actuelle, donc identifier, analyser et évaluer, et c'est un aperçu de la situation souhaitée. Pour cette étape-là, je vais revenir dans les prochaines acétates, justement, pour vous expliquer vraiment ce qu'on a développé, comment on a développé aussi des outils pour vous aider là, à mettre en place le plan de gestion de risque, là, pour regarder chacune de ces phases-là. Donc, dans la surveillance et la revue du cadre organisationnel, chaque plan de gestion de risque doit faire l'objet d'une reddition de compte. Donc, on doit mesurer les résultats à l'égard de la gestion des risques. On doit mesurer les progrès aussi des écarts par rapport aux autres plans de gestion des risques. On doit faire de l'audit, de l'efficacité et une revue périodique du cadre organisationnel. La 4e étape, qui est la surveillance et la revue du cadre organisationnel, ça inclut la mise en place des actions correctrices à partir des recommandations de l'audit interne de l'organisme public ou celles du SCT et de l'UPAC. Donc, à la suite de la mise en place du plan de gestion de risque, mais si vous avez à améliorer votre plan de gestion de risque parce que il y a eu une audit interne qui demande d'amélioration ou des recommandations du SCT ou de l'UPAC, vous pouvez faire une mise à jour de votre cadre organisationnel avec une amélioration aussi continue. Donc, ça, c'est vraiment les 4 phases là,
de la directive et de notre modèle aussi de plan de gestion des risques. Maintenant, comme je vous disais, c'est vraiment la deuxième étape qui est la plus importante, hein, qui est vraiment la mise en œuvre du plan de gestion des risques. Vous voyez à l'écran justement notre modèle. Vous avez les 4 étapes. Hein, le contexte organisationnel du plan de gestion de risque, l'appréciation de la situation actuelle avec l'identification, l'analyse et l'évaluation du risque. Suivi par la suite de la situation souhaitée avec le plan de mesure d'atténuation et suivi, surveillance et revue de la reddition de comptes. Pour que tout le monde aussi embarque dans l'organisation, ça prend beaucoup de communication et de concertation. Donc, vous voyez à gauche, là, beaucoup de communication et de concertation entre les membres. Ceci, c'est notre modèle qu'on a développé pour implanter le plan de gestion de risque. On vous a remis, justement, une fiche Excel. C'est le plan de gestion de risque qu'on reprend dans notre trousse d'outils. Donc, c'est vraiment un modèle de plan de gestion de risque. Qu'est-ce que doit contenir un plan de gestion de risque? Vous pouvez vous en inspirer lorsque vous allez implanter le plan de gestion de risque dans votre organisation. Revenons maintenant justement dans les 4 phases, là, contexte organisationnel, appréciation de la situation actuelle, situation souhaitée et suivi. Alors, dans le contexte organisationnel, c'est une partie là, qui se fait en premier, puis un coup que c'est fait, c'est terminé. On va après ça apprécier la situation actuelle. Dans le contexte organisationnel, qu'est-ce que contient le contexte organisationnel? Tout d'abord, c'est les bases communes de la lutte à la corruption. Et ces bases-là, justement, c'est pour lutter contre la corruption et sont internationalement reconnues. Et l'approche proposée est applicable autant à un organisme public qu'à une entreprise privée. Et à la base, bien, c'est sûr qu'il faut rappeler, avant de commencer à faire implanter la gestion des risques, il faut rappeler les valeurs de notre organisation. Donc, il faut implanter les valeurs de notre organisation, des valeurs d'intégrité et d'honnêteté dans l'organisation. Comme par exemple, dans l'administration publique, bien, les valeurs sont la compétence, l'impartialité, l'intégrité, la loyauté et le respect. Et par la suite, comme vous voyez à l'écran, là, ça prend un leadership. Donc, les gestionnaires doivent adhérer à ces valeurs-là et démontrer aussi leur adhésion au quotidien en les véhiculant. Et les gestionnaires aussi doivent s'assurer que ces valeurs-là sont communiquées à l'ensemble du personnel ainsi qu'à l'externe. Hein, donc, autant les valeurs doivent être communiquées à l'interne, de faire des rappels, de la sensibilisation aux valeurs, tout ça, et aussi à l'externe, à nos fournisseurs. Hein, par exemple, comme à la Société des alcools du Québec, ils sont dotés d'un code des fournisseurs qui remettent à leurs fournisseurs en disant « Voici nos valeurs, voici ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas ». Le ministère des Transports aussi a développé un code des fournisseurs dans ce sens-là. Par la suite aussi, il faut que des mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer que les actions répondent vraiment à ces valeurs. Donc, un code de conduite, un code d'éthique. Et vient ensuite, justement, les contrôles d'évaluation de qualité et de la gestion des risques. On peut également aussi faire des audits pour les vérificateurs internes et suivre aussi les recommandations. Ultimement, là, tout ça, et une fois ces étapes remplies, ces valeurs-là sont ancrées dans la culture et de l'ADN de l'organisation dans un but d'adopter justement un comportement éthique et intègre. Donc ça, c'est vraiment, avant de commencer un plan de gestion de risque, c'est de faire un rappel de ces valeurs-là dans notre organisation. Et ensuite vient aussi, l'important, c'est de mettre en place la gestion de risque, c'est de déterminer les parties prenantes du plan de gestion de risque. Ça, je vous en ai parlé tantôt, c'est en fait, entre autres, d'avoir et d'adopter un plan, une politique de gestion sur la corruption et la collusion. Et aussi, c'est important également de reconnaître notre tolérance au risque. Hein? Au risque représente, c'est la limite, en fait, ou les seuils à ne pas dépasser pour l'ensemble de la partie prenante. Donc, par exemple, il faut savoir c'est quoi notre tolérance au risque avant de commencer un plan là, de gestion des risques. Donc, ça, c'est vraiment le contexte organisationnel. Un coup que c'est fait, là, on a terminé cette partie-là, on arrive à l'appréciation de la situation souhaitée. Nous sommes ici là, vraiment dans la phase de l'implantation de la gestion des risques. Cette phase, elle se divise justement en 3 parties. L'identification du risque, l'analyse du risque, l'évaluation du risque aussi. Donc, on va revoir chaque section.
Alors, comment on a débuté? Nous, justement, comme vous dire, on a fait une trousse d'outils pour vous aider à mettre en place votre gestion des risques. Donc, pour aider justement les différents ministères et organismes, l'UPAC a débuté par identifier des risques en se servant justement du processus de gestion contractuelle du Conseil du Trésor. Et pour chaque sous-phase que vous voyez, nous, on a identifié des zones de vulnérabilité pour ensuite, nous, on les a transférées en risque. Nous avons identifié, et vous avez la liste justement des risques que l'on a identifiés. On a identifié 45 risques qui sont répartis à travers les 10 familles de risques. Et vous avez, c'est ça, donc, par exemple, on a, je vais y repasser rapidement, on a la famille de risques de gouvernance, qui est entre autres le risque de non-divulgation d'actes répréhensibles, qui est maintenant, hein, peut-être avec la nouvelle loi, qui a un nouveau contrôle là-dessus. Il y a un risque de non-habilitation sécuritaire. On le dit que minimalement, certaines personnes devraient passer une habilitation sécuritaire pour certains postes. Il y a des familles de risques aussi, une famille de risques associée évidemment à l'éthique, qui est entre autres le risque de non-déclaration de conflit d'intérêts. Ce risque-là, on va le voir plus en détail là, pour vous montrer comment on évalue ce risque. La famille de risques associés au non-respect des lois et des règlements, hein, tout ce qui concerne la mauvaise compréhension, la mauvaise application de toutes les lois et les règlements qui existent, connaître les lois et les règlements. Parfois, lorsqu'on les connaît moins, on a une mauvaise application, mais ça amène parfois un risque dans notre organisation. Il y a la famille de risques spécifiques aux personnes, entre autres le risque de perte d'expertise ou le risque de dépendance aux ressources externes. Il y a ensuite aussi la famille de risques qui est spécifique aux personnes, donc qui est risque d'influence ou de pouvoir de la personne. La famille de risques aussi de sécurité de l'information, donc c'est très important comme risque. Les 3 risques classiques qu'on retrouve toujours dans la sécurité de l'information, c'est le risque de disponibilité, de l'information, de l'intégrité de l'information et de la confidentialité. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 risques que l'on appelle souvent le DIC, qui sont définis dans une directive, justement, sur la sécurité de l'information gouvernementale adoptée en 2014. Vient ensuite la famille de risques associés aux appels d'offres. C'est vraiment la famille la plus importante. Vous voyez, il y en a une douzaine qu'on a identifiées déjà. Et qui est, entre autres, l'un des premiers risques, c'est l'évaluation des besoins soins incomplètes ou erronés. Donc, on les a vraiment identifiés pour vous. Avec la famille de risques associée aussi, la 8e, la famille de risques associée au comité de sélection. Entre autres, hein, il y a eu plusieurs maintenant de contrôles qui ont été mis en place avec les lignes internes de conduite pour tout ce qui est comité de sélection. Mais c'est quand même une famille de risques là, pour associer tout au comité de sélection. Vient ensuite la famille de risques de collusion où on a identifié 4 risques et la famille de risques de vérification inadéquate où on retrouve la fausse facturation, l'absence de conformité. Alors, tous ces risques-là ont déjà été identifiés par l'UPAC pour vous aider à mettre en place votre plan de gestion des risques. Donc, si vous reprenez toujours le plan de gestion des risques, bien, vous avez une section, l'identification du risque, bien, il est déjà identifié. Alors, dans notre trousse d'outils, vous retrouvez justement l'identification du risque. On va faire un exemple. Par exemple, le risque associé à l'éthique, qui est le risque associé le risque de non-déclaration d'un conflit d'intérêts. Nous, on en avait 3 dans cette famille de risques-là, le risque de favoritisme ou le risque d'influence externe, mais on va prendre le risque de non-déclaration d'un conflit d'intérêts. Nous, dans notre modèle, justement, dans notre trousse d'outils sur Excel, on a déjà décrit chacun des risques. Donc, on a une fiche d'identification qu'on vous a remis aussi. C'est un exemple. Donc, c'est la fiche d'identification pour le non-déclaration de conflit d'intérêts. Donc, ce que vous retrouvez dans cette fiche-là, vous retrouvez la définition de la famille, l'explication du risque de non-déclaration de conflit d'intérêts, les causes et les conséquences. Cette fiche va justement servir à compléter l'appréciation de la situation actuelle dans votre plan de gestion des risques. Si vous suivez toujours votre plan de gestion des risques, vous avez l'identification, vous avez les causes, les conséquences. Donc, cette fiche-là, dont on a une fiche pour chaque risque, vient aider à compléter votre plan de gestion des risques. Vous n'êtes pas obligé de vous
de prendre notre définition, de prendre les causes, les conséquences, mais ça vous donne un exemple, justement, pour compléter. Donc, là, je ne vous donnerai pas un cours de maths, là, ici, là. N'ayez pas peur, mais c'est juste la matrice du niveau des risques. Donc, une fois que vous avez, justement, expliqué le risque, trouvé les causes, trouver les conséquences, bien, il faut maintenant trouver le niveau de risque. Est-ce que mon risque est élevé dans mon organisation? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est faible? Donc, toujours, pour vous aider, à l'écran, on a déjà une matrice, nous, qu'on a développée à l'UPAC, qui sert à calculer le niveau de risque dans votre organisation. La matrice des risques est divisée en 3 catégories, rapidement. Donc, vous avez une catégorie qui est élevée, qui est la couleur rouge, dans laquelle le niveau de risque est considéré comme intolérable. Ensuite vient la catégorie moyenne, la couleur jaune, dans laquelle les coûts et avantages sont pris en compte. C'est la zone grise. Et une catégorie faible aussi, qui est la couleur verte, dans laquelle le niveau de risque est considéré comme faible ou négligeable ou minime. D'un côté, on retrouve justement la probabilité que le risque se matérialise, qui va de rare à quasi certaine, et de l'autre côté, on a l'impact sur notre organisation si le risque se concrétise, qui va être de négligeable à extrême. Tout ça, là, pour ces critères de probabilité et d'impact, on a déjà des définitions. Qu'est-ce que rare? Qu'est-ce que certain? On a tous ces critères-là dans notre trousse d'outils aussi pour justement vous aider à commencer à implanter le plan de gestion de risque. Puis nous, si vous suivez justement le plan de gestion de risque, il y a 2 niveaux de calcul que l'on fait, là. C'est un modèle là, de gestion des risques. Donc, on fait le calcul de niveau de risque avant contrôle, ce qu'on appelle le risque inhérent. Et il faut attribuer justement une cote avant la mise en place de contrôle. Donc, vous ne regardez pas vos contrôles qui sont en place, c'est vous dire c'est quoi ma probabilité que ce risque-là se matérialise et s'il se matérialise, quelles seront les conséquences sur notre organisation. Pour trouver cette cote, bon, par exemple, dans mon exemple à l'écran, la probabilité que ce risque-là se matérialise est de 3, c'est un exemple, et c'est-à-dire possible, et l'impact serait majeur de 4, si le risque de non-conflit d'intérêt, si le risque de conflit d'intérêt se matérialise. Donc, on arrive dans notre risque inhérent, notre risque avant contrôle, et tout ceci là, peut se faire dans un atelier. Vous avez à l'écran, c'est ça, et ça se fait dans un atelier de travail avec les gens qui sont concernés et vous donnez les critères de probabilité, les critères d'impact et vous faites le calcul à ce moment-là. Le risque avant contrôle, comme je vous disais, qui est de probabilité de 3 avec un impact de 4, qui est de 12. Ensuite, toujours dans notre plan de gestion de risque, vient le niveau de risque après contrôle, ce qu'on appelle le risque résiduel. Pour ce faire, il faut regarder quels sont nos contrôles qui sont en place pour apprécier le niveau de risque après contrôle et quels contrôles que je mettrai en place aussi. Donc, vous avez toujours sur le plan de gestion de risque, vous avez nos contrôles en place, vous les déterminez et vous donnez une cote par la suite à vos contrôles qui sont déjà en place. On apprécie justement les contrôles en place, c'est-à-dire qu'on leur attribue une cote pour le niveau de risque après l'appréciation des contrôles. Toujours pour vous aider, on a justement aussi des critères d'appréciation des contrôles, qui va de 1 à 5, de 0 à 80 %. Et cette appréciation, c'est sûr qu'elle est plus subjective, mais il faut se coller justement à la réalité. Donc, dans notre exemple, on a un facteur de contrôle. On dit, bon, j'ai tel contrôle pour les conflits d'intérêts. Donc, dans mon exemple, je me dis, on a un facteur de contrôle de 40 % et on a un facteur de non-contrôle de 60. Donc, on arrive le risque après contrôle, on fait, c'est le 12 qu'on avait, le risque avant contrôle, fois notre facteur de risque de non-contrôle, on arrive à 7. Donc, on arrive dans la zone jaune, donc on a dans la zone grise. Alors, c'est à ce moment-là qu'on prend une décision. Est-ce que, pour moi, pour le moment, j'ai assez de contrôle en place ou je rajoute des contrôles? Aussi, il faut voir avec les autres quel risque vous allez prendre. Il y en a 45 à analyser. Vous ne pouvez pas les faire souvent tous en même temps, mais vous allez évaluer. Si j'en ai dans le rouge, bien, je vais peut-être prendre ces risques-là pour mettre en place d'autres contrôles avant de faire les autres risques. Là. Donc, vous allez
catégoriser, en fait, les risques à ce moment-là. Alors, c'est le choix, justement, qui arrive. Le risque, donc, vous dites, j'ai des contrôles suffisants. Hein, dans ma déclaration de conflit d'intérêt, je dis, OK, j'ai assez de contrôles, je vais surveiller le risque. Ensuite, vous allez dire, bien, j'ai des contrôles insuffisants, j'aimerais ça rajouter des contrôles pour en mettre en place. Donc, vous allez traiter le risque. Et le traiter, bien, il y a 3 façons de traiter un risque. Soit vous allez l'annuler ou l'éviter, comme par exemple, si vous êtes dans un appel d'offres, et là, vous constatez qu'il y a eu un conflit d'intérêt dans cet appel d'offres-là, et là, vous avez dit, bien, je vais annuler cet appel d'offres-là, je vais recommencer, et ce sera une autre personne qui va faire cet appel d'offres-là parce qu'elle était en conflit d'intérêt. Vous allez dire peut-être aussi, je vais le transférer ou le partager parce que oui, il y a eu un conflit d'intérêt, mais il y a peut-être eu aussi des pots de vin, je ne suis pas sûre. Il y a peut-être un acte répréhensible, je vais le transférer à l'UPAC pour qu'il puisse faire une vérification ou une enquête. Et je peux aussi dire en même temps, bien, je vais le réduire pour pas que ce risque-là revienne dans mon organisation. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon organisation face à ce risque-là? Donc, je vais mettre un plan de mesure d'atténuation. Donc, on arrive à la situation souhaitée dans notre plan de gestion des risques. Donc, c'est la situation souhaitée, on va mettre en place un plan de mesure d'atténuation. C'est un exemple aussi qui se retrouve dans notre trousse d'outils. C'est un exemple d'un plan de mesure d'atténuation. Ça vient vraiment terminer le plan de gestion des risques. Donc, vous avez le résultat de la situation actuelle. Donc, qu'est-ce que j'ai comme action réalisée? Quels sont mes contrôles qui sont en place? Vous les décrivez en disant, par exemple, j'ai déjà une déclaration de conflit d'intérêt, mais j'ai des actions à faire pour les prochaines années. Donc, vous allez planifier vos actions. Par exemple, vous allez dire, bien, je voudrais mettre des capsules de formation sur les conflits d'intérêt. Et ça va être qui le propriétaire de ces capsules-là? Qui va monter ces capsules-là? Par exemple, ça peut être la direction des ressources humaines. Et vous allez mettre aussi des indicateurs. Les indicateurs, ça veut dire le nombre de personnes ayant visionné la capsule. Ça va vous aider justement pour la reddition de compte plus tard. Si vous avez des indicateurs, ça va vous donner le nombre qui ont visionné les capsules dans la prochaine année. Et vous voulez une cible, par exemple, de 100 %. Vous voulez que tous les employés de votre organisation suivent cette formation-là, visionnent les capsules. Alors, vous avez une cible de 100 %. Là, vous vous dites, bien, au 31 mars 2018, j'étais où? Bien, il y a eu un résultat final de 80 %. Donc, 80 % a visionné les capsules. Donc, c'est de cette façon-là, vous pouvez justement vous aider pour la reddition de compte. Je vous ai mis à l'écran des exemples d'indicateurs parce que dans notre trousse d'outils, justement, pour chaque risque, on a développé aussi des indicateurs, des exemples. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces indicateurs-là, mais c'est vraiment des exemples pour vous aider dans des indicateurs de risque. Et un indicateur, justement, c'est une mesure qui sert à évaluer ou apprécier les résultats, l'utilisation des ressources, l'état d'avancement aussi des travaux, etc. Donc, comme je vous dis, ça vous aide dans la reddition de compte. Alors, notre offre de service, eh bien, depuis, 2 ans, avec mon collègue, on fait une tournée justement dans le ministère et les organismes. Et on peut, justement, aller présenter notre trousse d'outils aux gens que vous pensez qui sont concernés. Et on peut vous aider, justement, à implanter le plan de gestion de risque. On offre des services conseils. Et on fait une tournée. On a fait les 10 premiers ministères et organismes. On fait présentement le réseau de la santé et de l'éducation. Et on présente notre trousse d'outils. On peut même assister avec vous à un atelier de travail, justement, pour apprécier le risque, pour le mettre en place. Parce que tous les calculs, tout ça, se font automatiquement dans notre trousse d'outils. Donc, c'est plus facile à ce moment-là, si vous utilisez notre modèle. Donc, on peut quand même aller vous voir, puis vous faites une demande, puis nous, on va se déplacer pour aller vous rencontrer, pour vous aider justement dans l'élaboration et l'appréciation de tous les risques. Les outils disponibles, j'en ai parlé tout le long, là. Donc, on a un tableau de pré-évaluation des contrôles en place. Donc, ça vous aide à déjà évaluer les contrôles qui sont en place. Et un guide, justement, d'élaboration d'un modèle de cadre organisationnel de gestion des risques. On a notre trousse d'outils qui est pratique en format Excel, qui inclut justement les fiches de risque et qui sont commentées. Et aussi, je vous ai remis
dans votre petit contenu de les pages, un aide-mémoire. En fait, les 9 étapes qui doivent être faites, là, justement, commencer par une politique, et ensuite voir qui est les rôles, les responsabilités de chacun, etc. Donc, c'est vraiment un aide-mémoire là, pour vous aider. Des fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, mais c'est l'aide-mémoire, justement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il faut que ça soit implanté dans vos organismes en 2019. Oui. Ben, en fait, il y en a que c'est cette année. Hein, la commission scolaire, entre autres, des commissions scolaires, là, je ne disais pas. Mais dans la directive, dans l'annexe 1, sont tous définis. Là. Pour cette année, c'est 21. Dans le réseau de la santé et de l'éducation. Dans les commissions scolaires, c'est les commissions scolaires de Marguerite Bourgeois, Laval et Montréal qui doivent implanter leur plan de gestion de risque d'ici le 31 août. Et les autres, tous les autres ministères et organismes pour le 31 août 2019. Ben, en fait, je voudrais commencer, là. C'est ça, oui. Parce qu'avant d'avoir même juste... Ça dépend, parce qu'il y en a qui ont déjà une politique de gestion des risques, il y en a qui commencent à zéro, il y en a qui ont déjà des fois des équipes qui s'occupent de la gestion des risques. Donc, ça dépend où ce que vous êtes rendu déjà, là. Mais moi, je voudrais de commencer le plus tôt possible pour que vous arriviez à temps là, le 31 août, parce qu'on le sait, l'été, hein, il ne se passe pas grand-chose hein, dans le ministère et organisme, on l'a vu, là, donc ça peut... vous devriez commencer là. Disons, à en parler. Now. Alors, juste pour terminer, là, je veux juste vous présenter la trousse d'outils pour vous donner un exemple un peu de ce que contient la trousse d'outils. Je vous l'ai présenté en gros, là, rapidement, mais on a développé justement sur Excel, dans le plan de gestion de risque, ça explique au début. Et si vous allez sur le côté droit, là, vous avez le plan de gestion des risques. Ça reprend en fait toute notre fiche de plan de gestion de risque, contexte organisationnel, l'appréciation de la situation actuelle, la situation souhaitée avec le suivi. Donc, si on va dans le contexte organisationnel, je me prends une aide. Donc, on reprend toujours le modèle de base, la directive, justement, qu'on a mis, le politique de gestion, un modèle de politique de gestion des risques avec les parties prenantes. Donc, qu'est-ce que contient, justement, le contexte organisationnel? Vient par la suite l'appréciation de la situation actuelle, où tu vas à droite. Et c'est là qu'est vraiment le gros du travail. Donc, on retrouve justement la liste de familles avec le tableau des risques associés au processus de gestion contractuelle, les critères, comme je vous disais, de probabilité et d'impact. On a déjà défini les critères de probabilité et d'impact avec les critères d'appréciation de la situation actuelle. Donc, si tu vas sur le tableau des risques associés au processus, donc on l'a défini de même. Donc, les risques sont cotés de 1 à 10, comme je vous disais, dans les familles. Et là, si vous cliquez sur le bâton, le risque qu'on a vu, le risque 2.1, bien, vous arrivez justement à la fiche d'identification du conflit, de la risque de non-déclaration de conflit d'intérêt. Donc, vous avez cette fiche-là qui va vous aider à compléter votre plan de gestion de risque, comme je vous disais tantôt. Ensuite, si on continue, ce qu'on voit ici, là, l'appréciation du R2. OK, R2. Yeah. Donc, vous avez justement la fiche que vous devez compléter avec l'aide de la fiche d'identification. Ensuite vient l'analyse du R2.1. C'est de s'habituer avec, là, quand on joue avec ça. Et c'est là qu'on voit, on l'a déjà développé. Donc, on vous dit, par exemple, dans des participants en atelier de travail, vous évaluez la probabilité et l'impact. Et on a déjà des tableaux. Vous mettez les chiffres et ça fonctionne. Ça vous calcule automatiquement la probabilité et l'impact du risque. Donc, c'est relié. Donc, ça va aller vous calculer tout ça en mettant les chiffres. Là. Donc, vous avez les critères, la probabilité, l'impact. Et aussi, ensuite, vient les risques là, après contrôle. Donc, quand vous faites vos calculs, là, il se compile aussi dans cela. Donc, le risque avant contrôle, le risque après contrôle, vous arrivez à un chiffre. Et là, la situation souhaitée. Donc, vous avez la situation actuelle. Et là, vous mettez vos actions qui sont à planifier avec tout ce qu'on a vu. Là. Donc, c'est votre plan de mesure d'atténuation. Donc, ça vient résumer tout le travail que vous avez fait là, antérieurement.
Une minute? Ben, je pense que ça complète. Oui? Merci. Oui. Une question peut-être un petit peu banale, mais je pense que un plan de gestion de risque, ça doit être sensiblement le même risque pour toutes les commissions scolaires. Est-ce que c'est possible d'avoir un plan de gestion du risque pour l'ensemble des commissions scolaires? Parce que le risque au Québec, on a presque tout le même risque. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à voir pourquoi travailler individuellement dans 72 commissions scolaires pour implanter un plan de mesure de risque quand on pourrait en avoir un pour l'ensemble de la commission scolaire. Bien, en fait, je pense que moi, je ne vois pas votre réalité, mais vous avez quand même certaines réalités différentes là, dans chaque commission. Vous pouvez travailler ensemble, mais vous devez avoir chacun de votre plan de gestion des risques. C'est la directive là, qui a été adoptée. Là. Mais vous pouvez quand même travailler en collaboration avec les autres pour voir c'est quoi leur risque, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, pour vous aider à voir s'il y a d'autres contrôles en place, à mettre en place, etc. Là. Mais vous devez avoir chacun votre plan de gestion des risques. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, ça termine. Bien, merci beaucoup.